Bonjour et bienvenue sur ce nouveau podcast Agathe Chérie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler d'un sujet qui fascine autant qu'il inquiète, la magie noire. C'est un mot qu'on entend partout, sur les réseaux, dans les consultations, dans les discussions privées. Mais au final, quand on creuse, on se rend compte d'une chose très simple, c'est que la majorité des gens ont peur de quelque chose qu'ils ne comprennent pas. Et c'est exactement pour ça que je fais cet épisode. Pas pour alimenter la peur, mais pour remettre de la compréhension du cadre et du discernement. Si on remonte dans les textes anciens, le terme magie noire tel qu'on l'utilise aujourd'hui n'existe pas vraiment. Des auteurs comme Eliphas Lévi ou Papus, qui ont structuré l'occultisme occidental au XIXe siècle, ne parlent pas de magie noire comme d'une force obscure autonome. Ils parlent d'une magie opérative, c'est-à-dire d'un principe très simple, une volonté humaine qui agit sur l'invisible. Et dans ces traditions, la magie n'est pas bonne ou mauvaise, elle est comparable à un outil. Comme un couteau, tu peux t'en servir pour cuisiner ou pour blesser. La notion de magie noire apparaît surtout quand la religion et la morale viennent poser une grille de lecture. Tout ce qui sort du cadre autorisé devient suspect, puis dangereux, puis maléfique. Mais dans les textes occultes eux-mêmes, la vraie distinction est ailleurs, dans l'intention, dans la maîtrise et dans la direction donnée à l'acte. Quand on parle sérieusement de pratiques occultes, notamment dans des traditions comme la Goétie ou certains grimoires anciens, on ne parle pas de sorts lancés au hasard, on parle d'un travail structuré. Par exemple, dans des ouvrages attribués à Heinrich Cornelius Agrippa, ou plus tard dans les travaux de Franz Bardon, on retrouve toujours la même idée, l'acte magique est un processus. Et ce processus repose sur 3 choses fondamentales. D'abord, une intention claire. Pas une émotion passagère, pas une colère floue, une volonté dirigée. Ensuite, un support. Ça peut être un rituel, un symbole, un objet, ou même une visualisation très précise. Ce support sert à concentrer l'attention. Et enfin, un vecteur. Dans certaines traditions, on parle d'entité. Dans d'autres, de force, de forme pensée ou d'énergie dirigée. Mais peu importe le vocabulaire utilisé, le but est toujours le même, agir sur quelqu'un sans qu'il en ait conscience. Et c'est là que ça bascule, parce qu'on ne parle plus simplement d'influence, on parle de coercition. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, il y a une confusion énorme. Des personnes vivent des échecs, des blocages, des périodes difficiles, et en viennent à penser qu'elles sont victimes de magie noire. Mais la réalité, elle est beaucoup plus simple et beaucoup plus humaine. La vie est faite de cycles. On avance, on se trompe, on apprend, on change. Et parfois ce qu'on vit comme un blocage est simplement une résistance à un changement nécessaire. Le problème, c'est que le mot magie noire vient donner une explication extérieure à quelque chose qui est souvent intérieur. Et plus on nourrit cette idée, plus elle prend de la place. Pas parce qu'on est réellement attaqué, mais parce que la peur modifie la perception. Ce n'est pas de l'auto-envoûtement au sens occulte, c'est un mécanisme beaucoup plus simple. L'attention renforce ce qu'elle observe. Maintenant, il faut être honnête. Dans certaines traditions et dans certains témoignages sérieux, on parle effectivement de phénomènes plus lourds. Mais là, on n'est plus du tout dans « ça ne va pas en ce moment ». On est dans quelque chose de beaucoup plus profond. Et des récits qu'on trouve dans différentes cultures parlent de personnes qui vivent une vraie rupture, dans leurs énergies, dans leur comportement, dans leur trajectoire de vie. Pas un événement isolé, mais une accumulation cohérente, une fatigue qui ne passe pas, une perte de clarté, des réactions qui ne leur ressemblent plus, et surtout une sensation de ne plus être totalement maître de soi. C'est ça le point clé. J'ai par exemple travaillé avec des agriculteurs pour faire un désenvoûtement de leur ferme. Les animaux étaient visés, et ils se sont mis à décéder les uns après les autres. Ça peut être très impressionnant, et sans raison apparente. Là, on peut se poser des questions sur une attaque occulte. En sachant bien évidemment qu'on a fait venir des experts, qu'il y a eu des vétérinaires qui sont venus sur place pour constater ce qui se passait et qu'il n'y a pas eu d'explication scientifique. Et après le désenvoûtement, les animaux se sont mis à aller mieux d'un seul coup, pareil, sans explication médicale. Donc ne pas sous-estimer la magie des campagnes, elle peut être très virulente. Beaucoup de connaissances circulent encore pour embêter le voisin, si je puis dire, malheureusement. Dans les systèmes occultes structurés, ce qui définit une action de type magie noire, ce n'est pas la malchance, c'est la rupture du libre arbitre. C'est le moment où la personne elle ne choisit plus vraiment, où quelque chose semble orienté, influencé, perturbé de manière répétée.
Et c'est pour ça que ces pratiques ont toujours été considérées comme dangereuses dans les traditions sérieuses. Pas à cause du mystère, mais à cause de l'impact. Aujourd'hui, le vrai problème, ce n'est pas la magie noire en elle-même, c'est l'imaginaire qu'on en a construit. Un imaginaire nourri par les réseaux, les croyances et le manque de compréhension. Cet imaginaire fait une chose très simple, elle enlève du discernement. On commence à avoir des attaques de partout, on perd confiance en soi, on cherche des causes externes à tout. C'est souvent que j'ai des personnes qui viennent me voir pour un soin parce qu'elles disent vivre un blocage, et en grande majorité c'est psychologique. Dans 90% des cas, il s'agit simplement de la vie, d'expérience, d'évolution. Mais la personne, elle veut du sensationnel, elle cherche une explication extérieure. La magie noire dans les traditions occultes n'est pas un fantasme, mais ce n'est pas non plus ce que l'on croit. Ce n'est pas un mot à poser sur chaque difficulté et ce n'est pas une explication facile. C'est une notion précise, structurée et surtout rare dans sa forme réelle. Alors avant de penser que quelque chose agit contre soi, il faut qu'on se pose cette question. Est-ce que je suis face à une difficulté que je peux comprendre ou à quelque chose qui dépasse réellement mon fonctionnement habituel ? Parce que faire la différence entre les deux, c'est déjà prendre du pouvoir. Alors, exemple, quand on est attaqué sur le plan financier, alors qu'on gagne bien sa vie et qu'on ne fait pas des dépenses folles, et pourtant il y a toujours des problèmes qui nous font taper dans le portefeuille. Là, on peut se poser des questions, par exemple. Parce que si tout est OK, que le boulot fonctionne bien, qu'on est salarié, qu'on a une paye confortable à la fin du mois, qu'on ne fait pas des dépenses de dingue, mais qu'à chaque fois il y a un problème de voiture, problème de plomberie, problème d'électricité, il faut dépenser des sous, techniquement on est censé aller bien, là on peut se poser des questions sur est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui essaie de me bloquer financièrement. Sur le plan personnel, on peut avoir une fatigue inhabituelle, persistante, une sensation d'oppression. On peut avoir également des changements brutaux d'humeur, et ça s'est vu. On peut devenir très agressif, on peut avoir des pensées intrusives récurrentes, très négatives, et des comportements inhabituels. C'est très notable. Sur le plan de vie, on peut avoir une accumulation d'événements négatifs, comme je le disais tout à l'heure, des blocages répétés et inexpliqués, et des sensations de perte de contrôle. Mais attention, un symptôme seul ne veut rien dire. C'est l'accumulation, la cohérence et la durée qui peuvent alerter sur une attaque occulte. On parle d'action occulte dirigée, on parle d'un phénomène qui impacte profondément. D'accord, c'est pas juste un petit blocage de vie, il faut vraiment arrêter de croire que parce que ça va pas bien en ce moment, c'est de la magie noire. La magie noire, ça vous détruit, clairement. Ça vous transforme et pas dans le bon sens. Il peut même y avoir des phénomènes paranormaux détectables. Je dirais qu'on s'en rend pas compte de suite lorsqu'on est soi-même envoûté. C'est au fil du temps que l'on voit sa vie se dégrader complètement. Tout s'étiole. On est vraiment sur quelque chose qui agit contre notre volonté, quelque chose qui nous empêche d'être nous-mêmes. Il faut une certaine habitude des énergies, on va dire, pour ressentir qu'on se fait attaquer assez rapidement. Voilà, mais je pense que y a un laps de temps entre le moment où on reçoit une attaque et le moment où on se rend compte vraiment des effets de cette attaque. Je pense qu'il y a un laps de temps. On peut ressentir quand on est initié vraiment quand l'attaque elle tombe, mais on ne peut pas forcément savoir sur quoi c'est ciblé, c'est ça que je veux dire. Il faut entendre aussi qu'il n'y a pas de malveillance gratuite, il y a très souvent des émotions humaines très simples, mais mal gérées. Dans énormément de cas décrits, que ce soit dans les traditions occultes ou dans les retours de terrain, on retrouve toujours les mêmes déclencheurs. La jalousie, la frustration, le rejet ou la détresse affective. Et c'est là que ça devient dangereux, parce que certaines personnes, au lieu de traverser ces émotions, vont chercher à reprendre le contrôle par l'invisible. Le cas le plus courant aujourd'hui, c'est le retour affectif. Des personnes qui n'acceptent pas une séparation, qui n'acceptent pas un refus et qui veulent absolument faire revenir quelqu'un. Mais ce qu'elles ne comprennent pas, c'est qu'elles ne cherchent pas à aimer, elles cherchent à contraindre. Et dans cette logique, l'autre n'est plus une personne, c'est un objectif. On ne se demande plus est-ce que cette personne est heureuse, est-ce que c'est juste pour elle. On se demande comment je fais pour qu'elle revienne. Et c'est exactement là que bascule la notion de magie noire. Pas dans un rituel, pas dans une bougie, dans l'intention de forcer. Parce qu'à partir du moment où tu veux agir sur le libre arbitre de quelqu'un, tu sors d'une dynamique naturelle.
Et comme je le disais, les dégâts sont réels, pas forcément visibles immédiatement, mais profonds. La coercition dans un cadre occulte, ce n'est pas influencer. Influencer, on le fait tous les jours, par nos mots, nos attitudes, nos choix. La coercition, c'est autre chose, c'est forcer une direction, sans que la personne en ait conscience et surtout sans qu'elle puisse choisir. Et dans les textes anciens, et notamment dans certaines pratiques de contrainte évoquées indirectement dans la Goétie, on parle d'un principe très clair, plier une volonté. Et ça, ce n'est pas neutre, parce que ça crée un déséquilibre. La personne peut ressentir une confusion intérieure, des comportements qu'elle ne comprend pas, une attirance ou un rejet qui ne lui ressemble pas. Et de l'autre côté, celui qui agit croit obtenir un résultat. Mais en réalité, il crée une tension permanente, parce que ce qui est forcé n'est jamais stable. Et c'est pour ça que dans toutes les traditions sérieuses, on insiste sur un point, toute action contre le libre arbitre déséquilibre autant celui qui subit que celui qui agit. Quand une personne agit dans l'invisible, sans cadre, sans maîtrise, et surtout sous l'impulsion de ses émotions, elle ne contrôle pas ce qu'elle met en mouvement. Et ça, c'est une constante dans tous les systèmes occultes sérieux, y compris chez les auteurs comme Franz Bardon. Ce que tu émets te traverse aussi, et si tu agis depuis la colère, tu renforces la colère. Si tu agis depuis la frustration, tu amplifies cette frustration. Et parfois, au lieu d'obtenir un résultat, la personne voit sa propre vie se désorganiser, avec des conflits qui apparaissent, des fatigues, encore une fois, beaucoup de fatigue en magie, perte financière, instabilité émotionnelle. C'est pas comme une punition, mais c'est une conséquence, parce qu'elle a activé quelque chose qu'elle n'est pas capable de contenir. Et c'est là que beaucoup se trompent. Ils pensent manipuler une force, mais en réalité, ils entrent dans un système qu'ils ne maîtrisent pas. Et dans ce genre de situation, ce n'est pas la magie qui est dangereuse, c'est l'inconscience. En conclusion, si tu dois retenir une chose de ce podcast, la magie noire, ce n'est pas un blocage, ce n'est pas une excuse, et ce n'est pas quelque chose qu'on voit partout. C'est une notion précise, historique, structurée, et qui, quand elle est réelle dans les récits occultes, est beaucoup plus profonde et impactante que ce qu'on imagine. Donc avant de mettre ce mot sur ce que tu vis, pose-toi une question simple. Est-ce que je suis face à une difficulté de vie ou à quelque chose qui agit réellement contre moi? Et ça change tout. Et si ce genre de contenu t'aide à mieux comprendre l'ésotérisme sans tomber dans la peur ou le sensationnel, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, laisse-moi un commentaire et dis-moi c'est quoi pour toi la plus grosse confusion autour de la magie noire aujourd'hui. Et surtout n'hésite pas à activer la petite cloche de notification pour ne rien rater des prochains podcasts Agathe Chérie. Prenez soin de vous et à très bientôt.